bonjour à tous. Nous sommes le lundi 25 mars et nous serons ensemble jusqu'à 14 heures dans le ZCL. Nous allons recevoir dans très peu de temps donc Bélisa Troupé, plasticienne exposante au Musart, et Michel Mado, président de la commission développement culturel et gestion du patrimoine du conseil départemental. Bonjour. On va parler de votre exposition tout à l'heure. Ensuite, on recevra Eliane Sampère pour son livre Dissidence en temps serein et la Guadeloupe en temps serein. Voilà. Ce sera l'occasion de parler de plusieurs de ses ouvrages notamment. Et avec Anansa de Vouton, on parlera de l'humain dans l'entreprise. Donc ça, c'est pour les invités du jour. Au niveau de l'information, on va parler de la visite ministérielle, donc le ministre délégué au transport. Avec les différentes prises de contact qu'il a pu avoir, notamment en ce qui concerne la desserte aérienne et les améliorations apportées. On parlera aussi de la remise des dons pour les victimes de l'incendie de la rue Raspail. Un concert solidaire avait été réalisé le 16 mars et c'était l'occasion de pouvoir remettre ces dons aux sinistrés. On parlera aussi du concours de dictée créole qui a eu lieu ce week-end, donc dans différentes médiathèques, notamment au Lamentin. Et avec l'association Nouveau Bon de l'eau, on parlera du problème qui concerne tout le monde actuellement, le problème de l'eau qui dure depuis bien trop longtemps. On va commencer par le premier sujet, notamment donc cette visite ministérielle déléguée au transport, dont le Patrice Vergriet, donc qui était sur la Guadeloupe, l'occasion de pouvoir discuter avec différents protagonistes, dont Guy Losbar, de la problématique des aérodromes, des difficultés rencontrées par les compagnies maritimes, du prix des avions. On voit un reportage de Vianney Valverde. Je passerai 2 jours en Guadeloupe pour me saisir des sujets effectivement relatifs aux Antilles. Le président Losbar vient de le dire, il y a des enjeux aéroportuaires. Le prix des billets a été fortement mis en avant et j'aurai l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent. Je rencontrerai d'ailleurs les compagnies. On a évoqué les questions portuaires, en particulier le hub Antilles qui va à la fois desservir la Martinique mais aussi la Guadeloupe avec de très gros projets. Et s'il y a un savoir-faire derrière le développement de conteneurs qui est lié au hub Antilles, il y a des perspectives d'emploi dans la transformation des produits, dans la logistique, donc des perspectives de développement économique sur ces territoires. Donc sur le portuaire, on a de très beaux enjeux également. Puis on a évoqué, je le disais, ces problématiques d'aérodromes. On se rend compte que souvent on nous dit que les prix des billets sont liés au carburant et pourtant ils continuent d'augmenter. Donc là aussi, il y a cette nécessité d'agir. Et bien sûr, la desserte intercaraïbe, puisqu'on sait que depuis la liquidation, dans un premier temps, d'Air Antilles, il y a cette difficulté pour aller sur les autres îles de la Caraïbe. Donc là aussi, au mois d'avril, il va y avoir un certain nombre de changements et permettre que les dessertes puissent reprendre. Donc ce sont ces différents dossiers que nous avons évoqués. On a expliqué que nous avons 6 aérodromes, Terre de Haut, Désirade, Marie-Galante, Baïf et également Saint-François. Quand on voit le prix aujourd'hui qu'il y a pour aller de Guadeloupe en Martinique ou Guadeloupe en Guyane, on voit à quel point c'est important de pouvoir conserver Air Antilles. Donc hier, j'ai abordé cette question-là. Donc voilà, j'étais là vraiment pour me saisir des sujets antillais et parce que les Antilles, c'est un élément important de la République. C'est un territoire majeur pour nous et ce sont des enjeux qui méritent qu'on puisse venir pour pouvoir mieux les saisir. Nous avons lancé donc des audits pour connaître la situation et ce que nous voulons, c'est que d'ici la fin d'année, qu'ils puissent avoir une véritable exploitation. Nous allons mettre en place une structure pour permettre cela. Et ce qu'il faudrait voir au-delà de la desserte aérienne, la gestion, puisqu'on sait que dans les aérodromes, ce sont donc des flux, qu'il y aura donc des locaux. On veut aussi intervenir sur la formation, sur la réparation donc, des avions, donc tout un ensemble donc, de programmes. Et ce qu'on souhaite, c'est que tous les partenaires puissent être avec nous dans cette démarche. Penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, comme vous le savez, c'est mon quotidien. Il faut conceptualiser les choses, penser dans le cadre guadeloupéen pour le développement, que quelle que soit l'action que nous puissions prendre, nous soyons dans cette stratégie, mais agir, puisqu'il ne faut pas simplement penser, il faut pouvoir agir. Donc lorsque nous pensons, nous disons qu'il faut que ces aérodromes puissent être un support de développement, lorsque nous agissons, c'est quand effectivement on met en place une procédure pour que d'ici la fin d'année, nous ayons une structure qui permettra de les gérer.
Voilà, donc durant cette visite, ils ont pu explorer différentes pistes pour renforcer l'accessibilité sur notre territoire. On va parler maintenant de la remise des dons pour les victimes de la rue Raspail. Comme vous le savez, il y a eu un incendie qui a ravagé cette habitation et un élan de solidarité justement s'est créé autour de ces sinistrés, notamment avec un concert solidaire qui a eu lieu le 16 mars. Et il s'agissait de remettre les dons liés à ce concert. On voit un reportage de Vianney Valverde. Choqué la rue Raspail, ils savent qu'arriver la rue Raspail le 25 février. Nous prenons y fait, donc tout voisinage en nous aussi souffert vers nous. Et au soir là, nous sommes réunis nous pour nous parler entre nous, et le voisinage là de ça nous ressenti si bien. Et puis surtout, nous ni des amis, des sympathisants, des collaborateurs, des frères et sœurs à masse et à mon d'autre côté qui décidaient le 16 février, le 16 mars, pardon. Ils ont fait un concert pour nous effectivement récolter des boissons, un concert de solidarité. Alors, c'était pour nous remercier ces gens qui ont organisé là, remercier les gens qui ont invité, parce que c'était des bons artistes qui répondent rapidement présents. Donc, pour eux, remercier tous ces gens ça aussi. Et puis, remercier les gens alentours, les gens au loin, qui portaient main à l'organisation et main à la solidarité dans tout ça. Voilà, donc c'est pour ça que nous là, là. Donc, nous réunissons et nous récoltons en monnaie, en bon argent, payer cacher ça. Et donc nous séparer équitablement entre les rescapés, enfin les rescapés, excusez-moi, oui, vous pouvez même dire rescapés, parce qu'il y a des gens qui pètent vraiment toute bite à eux et qui étaient payés dans ça. Donc en tout cas, le voisinage à la rue Raspail, qui était souffert dans ça, qui pètent casa à eux, qui pètent travail à eux, qui pètent outils de travail à eux, voilà. Alors, le but à ça, c'était solidarité, surtout. Solidarité parce que ça arrête de faire qu'on pète tout ça au nid. On peut être casa, tout le bitin. Et étant donné que c'est petit à quartier là, surtout petit à 50-50, on n'a pas TP laisser ça passer comme ça. Donc, avec Jean-Marie, on dit Jean-Marie, bon, nous allons faire un concert pour 50-50. Au moins pour récolter des fonds, pour ça reconstruire, quoi. Avec les sinistrés de la Raspail, pour ça reconstruire. Et la preuve en est que c'est mon répondre présent quand même pour le concert là. C'est famille moi qui peut des cases là, ils peuvent dans un magasin de pêche, avec habitation personnelle à eux. Et moi-même, je voulais laisser arriver, je voulais ça, moi-même, j'étais en la mer. Et en sortant en la mer vers les midi, c'est là qu'on arrivé, on était dans le désastre. En bas, on quartier là, et moi-même, l'eau sortit en dire, moi. Et c'est vrai que c'est une histoire à vivre qui est partie, c'est une histoire familiale aussi qui est partie. Et que c'est un moment difficile, vous-même, pas attendre de voir ça, et c'est vie qui a écroulé. Mais après ça, on va dire que pas ni mort, pas ni blessé, bon, c'est du matériel, mais nous avons toujours réparti, à penser que nous devenons plus forts. Voilà, donc un bel élan de solidarité envers ces sinistrés. On va enchaîner avec nos invités. Bélissa Troupé, donc plasticienne exposante au Musart, et Michel Mado, donc président à la commission culture du département. Bienvenue. Sur le plateau, vous allez nous parler justement de l'exposition Entre les lignes qui a lieu donc au Musart. C'est une exposition réalisée dans le cadre d'une carte blanche du département qui offre une expérience immersive pour les spectateurs qui invite à explorer au-delà des apparences et à réfléchir à leur propre histoire. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler de cette thématique? Qu'est-ce qui vous a inspiré autour de cette thématique? Alors bonjour à tous. Bonjour. Cette carte blanche est assez particulière donc, parce qu'il s'agit d'une commande du musée d'art et d'histoire. Pour produire, je me suis... en fait, ils m'ont dit qu'il fallait que je produise autour de l'exposition permanente. D'accord. Donc en fait, moi, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai regardé cette exposition permanente et il y a des objets qui m'ont touchée. Et ça a donné lieu d'un temps de réflexion, un temps de production et l'exposition Entre les lignes. Donc le processus de création, ça a été d'abord d'aller observer ce qui était et de pouvoir s'inspirer de l'existant pour créer quelque chose, c'est ça? Exactement. Et quels sont les objets qui ont le plus parlé, qui vous ont permis justement de créer votre propre œuvre, on va dire?
Alors, les objets qui m'ont le plus parlé, comme durant mon parcours, j'ai pu aller en résidence d'artistes au Cameroun, à Aruba, avec différents artistes de la Caraïbe. Alors en fait, bien entendu, les objets autour de l'Afrique et la Caraïbe m'ont beaucoup touché, tels que les céramiques des nègres marrons m'ont touché, les perles en verre de l'Ouest Cameroun, et aussi les statues gréco-romains et les statues africaines m'ont touché également. Donc vous avez intégré en fait ces procédés, en fait ces idées dans votre manière de créer, c'est ça? Oui, exactement. Donc en fait, je les ai intégrés tout en questionnant. Enfin, ce que je trouvais extraordinaire dans cette collection, c'est que ça touche à l'humain. Donc il y a beaucoup d'objets du quotidien. Et donc ça m'a donné l'idée de questionner le corps, l'humain, donc au travers différentes techniques telles que le dessin, la broderie, et aussi des nouvelles techniques que j'ai exploitées, notamment la céramique et aussi la céramique et aussi beaucoup d'autres choses que Donc en fait, entre les lignes, ça semble inviter les spectateurs à une introspection. Quelle expérience vous voulez que les personnes qui viennent visiter puissent retenir? Quel est l'objet vraiment pour vous qui est important à retenir pour les gens qui viennent? Alors en fait, j'ai constitué cette exposition un peu comme un maillage. Et ce maillage est constitué de l'histoire de la Guadeloupe, de l'histoire des matériaux et des objets que je vous ai cités, et également des récits personnels, et également de mes expériences professionnelles, esthétiques, plastiques. Donc voilà, c'est tout ça. J'ai vu qu'il y a une commissaire d'exposition. Est-ce qu'elle a pu vous guider, vous influencer sur comment créer cette exposition? Oui, tout à fait. Alors, la commissaire d'exposition, l'accompagnatrice curatoriale est Sofia Olasquaga, qui est une commissaire que j'ai rencontrée lors de ma résidence à Aruba, la résidence Caribbean Linked, et avec tous les artistes, certains artistes de la Caraïbe qui étaient présents. Et en fait, ça a été vraiment extraordinaire pour moi qu'elle puisse m'accompagner là-dessus, parce que il existe en fait des objets venant du Mexique, et c'est une curatrice mexicaine, et Victor Chercher qui a constitué cette collection permanente a en fait commencé son voyage initiatique par le Mexique. Donc j'ai trouvé ça extrêmement cohérent qu'elle puisse en fait m'accompagner durant ce projet. Monsieur Mado, donc en tant que président de la commission culture du département, comment vous voyez que le rôle de ces initiatives, justement, l'exposition entre les lignes, comment ça permet de promouvoir l'art et la culture en Guadeloupe? Alors, déjà, je voudrais remercier toute l'équipe du Musart, dirigée par M. David Laporal. Et c'est vrai que c'est une équipe qui met du cœur à l'ouvrage. Et le vrai défi pour nous, c'était ce nouveau musée, la nouvelle version, comment on voulait la présenter, avec quelle activité, quel dynamisme. Et c'est vrai que très souvent, maintenant, à travers ces cartes blanches, on arrive aujourd'hui à promouvoir l'art guadeloupéen, à mettre en avant, à mettre de la lumière quelque part sur des artistes très méritants. Et c'est un peu notre accompagnement à la création, à l'exposition. Mais j'ai envie de dire précisément pour le travail de Bélisa qu'il s'agit, et elle ne le dit peut-être pas, en tous les cas la force de l'art, c'est les diverses interprétations qu'on puisse avoir. Quelque part, c'est un acte militant aussi, et j'ai envie de dire qu'il y a de la préservation, il y a l'aspect patrimonial. Quand on voit la broderie aujourd'hui, il n'est pas commun de voir autant de travaux sur la broderie, et on sait qu'aujourd'hui, on renforce un peu l'action de Vieux-Fort, de la ville de Vieux-Fort, la broderie de Vieux-Fort aussi, donc ça interpelle. Le dessin, la broderie, et éventuellement on se pose des questions réellement, et c'est le rôle de l'art. Et aussi c'est la mission du Musart de pouvoir donner exposition
à cette nouvelle pousse, entre guillemets, et qui excelle, et aussi à travers les actions de médiation qui en découlent, à travers les scolaires qui viennent au Musart. Et en cela, nous sommes très satisfaits au département de cette effervescence artistique et la beauté de ces expositions. Et voilà, donc on accueille avec beaucoup de plaisir. C'est vrai que ces cartes blanches, elles seront étalées sur toute l'année, toute la mandature. Là, on est déjà programmé jusqu'à 2025. Il y a une prochaine avec Dominique Desplan aussi. Et j'ai envie de dire que ça rend cohérent le travail de Madame Troupé, ses œuvres, sa vision artistique même, rend cohérente notre politique de développement culturel, parce qu'effectivement, il y a ce maillage entre les forces créatrices, entre les acteurs. Maintenant, ça crée le lien avec le lieu et la population qui se déplace, et c'est un pari gagné aujourd'hui pour le Musart, quoi. Comment vous sélectionnez en fait vos artistes, les artistes qui vont participer justement à cette carte blanche? Le Musart, à travers son directeur et son équipe, j'ai envie de dire, carte blanche pour leur carte blanche. Et c'est vrai que nous, après, on a un processus de validation qui est politique et administratif à travers les différentes instances, c'est-à-dire l'ACP, la commission, mais on accueille toujours avec beaucoup de plaisir ce qui est proposé. Et comme je dis, c'est une effervescence positive. Et donc, après, effectivement, ça nécessite beaucoup de boulot de la part de nos équipes, mais ce sont des challenges. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, promouvoir l'art, ce n'est pas que l'art contemporain, mais c'est toute démarche artistique. Et je crois qu'on touche du doigt quelque chose de formidable avec le travail de Mme Toupé, avec ce qui va se passer avec Dominique Desplan, même les différentes cartes blanches qu'on ait pu avoir. Et il y a encore une liste qui est longue. Et c'est bien parce que l'art vit, la création vit, et ça interpelle. Et je crois que le travail de Mme Toupé il surprend, parce qu'on n'est pas dans une exposition simple comme on a pu en voir. Donc, quelque part, là aussi, on se dit, c'est bien, l'art est là pour interpeller, pour interroger, et puis c'est chose faite, quoi. Donc, c'est un des objectifs, c'est d'interpeller, sensibiliser, d'avoir une pratique un peu innovante. Avoir cette démarche, cette curiosité artistique. Et c'est vrai que je le répète, quand on a des médiations avec des élèves, avec des jeunes, on se dit, c'est bien, parce que ainsi, après, ils pourront avoir cette démarche plus naturelle d'aller au musée, ou de simplement regarder une œuvre et se poser des questions. Et là, le pari est réussi, quoi. Est-ce que les scolaires ont déjà commencé à voir votre exposition? Alors oui, les scolaires ont commencé à voir mon exposition. En fait, la transmission est pour moi quelque chose d'essentiel. Alors j'ai commencé en fait à faire des interventions avant même l'ouverture de l'exposition. Et donc c'est un cycle d'intervention qui continuera tout au long de l'exposition. Parce qu'en fait, dans cette exposition, et d'ailleurs dans ma pratique artistique, la notion de transmission est vraiment importante pour moi. Parce que même au travers de la technique de la broderie et également de la technique de la céramique, la broderie en fait a comme particularité de transmettre, qu'on peut transmettre en fait cette technique de génération en génération, telle que les brodeuses de Vieux-Fort l'ont si bien fait. Et d'ailleurs en fait dans mon exposition, j'ai une pièce où je remercie également les brodeuses de Vieux-Fort qui m'ont permis en fait de broder sur leur broderie. Et également, je me remercie aussi Katia Gonzalez, céramiste potière, qui m'a permis aussi également, qui m'a aidé techniquement aussi à faire des céramiques, à certaines céramiques, parce que la céramique aussi m'a touchée également, parce que dans l'exposition permanente, en fait, on voit que les nègres marrons se transmettaient la technique de la céramique par plaquage ou en colombin de génération en génération. Alors j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de l'inclure dans l'exposition, dans mon exposition. C'est l'idée de la transmission, justement. Et comment vous voyez justement avec les scolaires, est-ce que ça les interroge, cette pratique, que ça soit la céramique ou la broderie? Oui, ils sont vraiment très interpellés, parce qu'en fait, ils ne s'attendent pas à avoir en fait, ce type d'œuvre devant eux. Et surtout, ça leur donne envie de pratiquer, de produire.
Donc c'est pour ça que je trouve que les cycles d'intervention arrivent un point nommé pour eux. Justement, comment le département envisage-t-il de continuer à soutenir les artistes? Donc vous avez parlé des cartes blanches, mais est-ce qu'il y a d'autres manifestations et propositions que vous faites? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on souhaite mettre à disposition tous nos sites patrimoniaux aussi pour l'expression artistique, alors à travers des résidences traditionnelles, des résidences artistiques, aussi à travers les créations hybrides. Mais mis à part ça, sur le temps qui est libéré par ces lieux, que les artistes ils nous sollicitent, on met les forts à disposition, ou même l'habitation Laramée. Et donc sur une période citée, là ils peuvent vraiment développer, recevoir leur public et avoir aussi, là aussi des exercices de médiation. Après, il y a une action que l'on souhaite faire courant mois de mai autour du travail de Michel Rovelas aussi. Et là, forcément, on parle peinture, on parle art visuel, on parle de grosse scénographie. Et il s'agit aujourd'hui d'être présent sur tous les pans de la culture. C'est pas spécialement évident sur toutes les facettes de l'art. C'est un gros challenge. C'est un gros challenge parce qu'on doit être un peu sur tous les secteurs et pratiquement en même temps. Mais on essaie au mieux. Alors il y aura aussi l'accompagnement à l'art contemporain. Nous voulons redynamiser notre fac, le Fonds d'art contemporain. Aujourd'hui, il y a la constitution d'un comité technique d'acquisition qui nous permettrait de passer des commandes. Et chaque année, on aura de nouvelles acquisitions, ce qui alimentera le Fonds d'art contemporain et fera vivre l'art en Guadeloupe, vraiment. Donc les choses sont enclenchées. Donc ça, ce serait l'avenir, en fait, un travail vraiment plus collaboratif. Voilà, mais l'avenir très très proche, c'est-à-dire que dans les mois, là, certaines choses vont se décanter, aussi bien au niveau du FAC qu'au niveau des résidences que l'on proposera et aussi du travail que l'on fera autour de Michel Rovelas, avec Michel Rovelas et pour Michel Rovelas aussi, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a un vivier d'artistes clairement en Guadeloupe. Il faut déconstruire l'idée que c'est juste une passion ou c'est accessoire. Beaucoup en ont choisi leur métier, ont fait des études pour, et même au-delà du fait d'avoir fait des études, en vivent pleinement, remplissent leur frigo avec. C'est possible de vivre vraiment de cette activité. Oui, c'est pas facile, mais c'est un métier qui demande des sacrifices, qui demande une certaine conception de la vie et une certaine abnégation aussi. Je pense que les artistes pourront en parler aussi, mais... Vous confirmez? Oui, tout à fait. mais vraiment, ce sont des choses que l'on fait avec le cœur. Alors, et quelque part, ça touche vraiment à ce que nous sommes réellement. On n'est pas l'artiste ne peut pas être déconnecté de ce qu'il est. Et je crois, et je le disais, c'est pour ça que je parlais quelque part de militantisme dissimulé ou en tous les cas inavoué. Mais dans toutes ces démarches, il y a quelque chose qui touche à la protection de ce qu'on est, au patrimoine, à l'identitaire même et au questionnement qui nous permet d'avancer. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit une société, quoi. Donc la Guadeloupe a besoin de tous ces artistes et nous, chose comprise maintenant au niveau de la collectivité départementale, on essaie de donner les moyens pour que l'art puisse s'exprimer et vivre pleinement en Guadeloupe, quoi. Donc cette exposition va contribuer au rayonnement culturel, on va dire, en Guadeloupe. Oui. Mais les expositions de manière isolée n'ont pas de sens. Maintenant, c'est la cohérence des actions, c'est la cohérence du travail. Quand on prend un peu de recul et qu'on voit tout ce qui se fait sur une saison ou tout ce qui se fait à travers une envie, et bien là, les choses prennent sens et j'ai envie de dire que l'art en Guadeloupe gagne, mais de manière magistrale, quoi. Ok, donc l'exposition Entre les lignes, elle est jusqu'au 3 mai, donc vous avez la possibilité de vous y rendre. Je ne sais pas s'il y a des horaires en particulier, si ouvert. Ce sont les horaires du Musart. Les Musart, d'accord. Les horaires du Musart, c'est de 9h à 17h tous les jours, mis à part le week-end. Le week-end, d'accord. En tout cas, merci d'être venu pour nous parler de cette exposition. Un dernier mot à rajouter? Oui, en fait, j'ai un dernier mot, c'est merci au département, merci au Musart aussi pour cette carte blanche et merci pour leur confiance. Donc voilà. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau. On va faire notre première pause publicitaire. On reviendra tout à l'heure avec Eliane Sampère, auteure. On parlera de la dissidence en temps serein. À tout à l'heure. Exact.
Alors, nous sommes de retour sur le plateau et donc nous avons sur le plateau donc Eliane Sampère. Donc, on va parler de ce livre Résistance et dissidence aux Antilles et en Guyane entre 1940 et 1943. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. On va revenir. Très chers auditeurs, bonsoir. Très chers téléspectateurs, pardon, bonsoir. On va revenir vers vous tout à l'heure. On continue l'information et notamment on va revenir sur le concours de dictée créole qui a eu lieu ce week-end. Donc ce samedi matin à la médiathèque, 7e édition de ce concours de dictée créole qui ont permis à différents participants de se jouer, de se prêter au jeu de la dictée en créole, donc usage pas forcément évident pour tout le monde. On voit un reportage d'Olivier Moradel. Les années précédentes, la bibliothèque d'Anse Bertrand avait accueilli la dictée. Puis comme nous sommes en réseau, nous avons eu l'aval de la Peau des Carmes, l'organisateur de la fête du crabe, pour que le réseau médiathèque puisse intégrer cette dictée pour cette 7e édition. L'idée, c'est de rajouter bien sûr des éléments de culture et la dictée créole pour nous est un moyen de le faire pour perpétrer notre culture guadeloupéenne et langue créole. Nous savons qu'à parler, qu'a dit langue créole, mais d'autres nous a dit que c'est pas forcément comme ça pour nous crier, mais en tout cas, c'est langue Guadeloupe. Il prend dictée en médiathèque Mantin. Et là, il prend dictée là. Il tenait 59 mots à il en fait 59 fautes. D'accord? Et partant de là, comment tu comprends dans parler créole, on voit un pâté à dents. Alors, moi, il prend des cours en médiathèque Mantin. Moi, je prends 14 leçons. Et on dit, il faut moi marquer créole. Et depuis, tout partout là où on a dicté, moi, si, c'est pour un peu ça, marquer. Dans le premier temps, nous avons logistique à Negmaron, MC Mango, Mantité Siar et mon Vélin qui cavine, qui nous des éléments de langage, de règles à langue. Et puis après, nous avons un deuxième temps de diffusion. Donc nous avons essayé de diffuser largement par Zoom avec les gens qui tout partout citaient. Et puis les gens qui cavine, si c'est 6 bibliothèques là, parce qu'il ne faut pas nous oublier Trois-Rivières. Si ces 6 bibliothèques là, c'est mon ça, il y a concouru pour ni des belles cadeaux que après des camps qu'a proposé l'année à ça. Quand on a mangé crabe, c'est aussi un kilti là où il y en est. Et kilti là, c'est manger, c'est danser, c'est vivre, et c'est maquer et parler. Donc souvent, nous ne parlons pas créole là, mais nous ne parlons pas maquer. Et c'est intéressant d'avoir une langue qui tard et pour venir complètement tard, il faut parler, il faut maquer, il faut rire, il faut danser. Et dans ce sens-là, ça a été intéressant. Donc édition d'Agmaron, après des cas, on vit le Mornalo. Depuis longtemps, nous avons fait opération comme ça, l'entour à Kilti là. Et je dis là, c'est dicté là. Nous avons découvert l'anglais parce qu'il y a une leçon qui est importante. Et après la leçon, nous avons entré dans dicté là pour faire jouer en miséo. Plus que compétition là, l'idée là, c'est vraiment d'apprendre pendant qu'on est en miséo. Moi, quand je fais partie d'une génération, il y a un péché au palais. Donc, en partie, qu'on est palais. Mais comme à présent là, il y a un marqué, il y a des gens qui gourmet. Et je dis, je joue en mode marstazan. Ils ont pensé pour moi, tel chide. Parce que c'est moi, et c'est qui gourmet pour te faire l'anglais pour un ballon. Alors, ça dit, en mémoire, et par rapport à combien il mené pour l'anglais, en qui il prend dicter tout partout. Voilà, il était aussi question de l'eau, puisque c'est une problématique qui touche de plus en plus de personnes en Guadeloupe. Et un bica-parole de l'association Nouvelé Bon de l'eau a été réalisé sur Sainte-Anne. Olivier Moradel était parmi eux. L'objectif à rencontre la journée là, c'est que nous, c'est l'association des défense des usagers de l'eau. Donc, tous les jours, usagers à SMG, AGK téléphonent nous pour ne pas de l'eau, qui j'en pu faire pour arrêter de payer de l'eau. Donc, c'est de là nous avons dit que contester les factures et adhérer à l'association là. Donc, nous avons 5 associations qui ont couvert Guadeloupe. Nous voulons bon de l'eau, debout pour de l'eau en nous, de l'eau c'est la vie, maman de l'eau. Et l'eau, si Zabim, cap excellence, voilà. En tout cas, ça a conforté nous dans l'analyse nous avons fait depuis un bon temps. Nous avons créé l'association en 2018. Et depuis 2018, nous avons créé la désobéissance civile, à savoir pas payer de l'eau. Parce que nous estimons que nos légitimes défense, nous ne pouvons pas payer un produit que nous pâtissons tout le temps. Je savais bien du tout que c'est illégal. L'ONU même a condamné la France pour ça, pour absence d'eau, absence de respect des droits humains et respect des droits à l'enfance, parce que nous avons manqué par l'année au moins 10 000 écoles, parce que pas de l'eau.
quand il est là, par exemple, le lycée hôtelier fermé. Depuis 3 jours, le lycée hôtelier fermé parce que pas de l'eau gosier. Donc, c'est ce qui a manqué journée de formation à cause du manque d'eau. Et nous ne pouvons pas parler de l'assainissement. Ça venir un paquet de l'année, un caressé fois, un paquet de factures et pas de l'eau convenablement. Quand il fait un cas de panier de l'eau même du tout, là, on voit par exemple, on va y coucher, on va dire, l'eau a diminué, on va dire, bon, on va y coucher, pas de problème. Mais là, on lève, c'est ça qui a pire en ces moments. Là, on lève le matin, on est des gens qui aillent à l'école, des gens qui aillent travailler, il fait combien à 5h30, 6h du matin, panier anti-filet de l'eau, anti-filet de l'eau. Ça donne si moins de l'eau minérale qu'on a acheté pour nous boire, pour nous cuire manger. Que nous avons obligé de baigner là-dedans. Donc, quand la ville arrête pour nous arriver à la position à sa présent actuelle. Nous avons souhaité que la population adhère à toutes les associations pour nous arriver à Bulassa et voir pour nettoyer, ranger, remplacer les canalisations et bas moun potable pour nous vivre convenablement en Guadeloupe. Nous pouvons passer dans tout petit coin à pays, dans tout petit coin à la Carle, parce que nous dépendons de la Carle. À Pliane, à La Brousse, à Sainte-Anne, à Saint-François, à Brachelon, à Dibédou, pour nous sembler moun, pour nous faire l'information passer. Parce que nous barrer SMG, voilà, le 19 février, mais nous, de l'autre côté, il faut nous barrer. Voilà, un problème de l'eau qui perdure et j'espère qu'on trouvera une issue favorable à tout cela. On va enchaîner donc avec notre invité, donc Eliane Samper-Etienne, donc qui est sur notre plateau. Bonjour, professeur honoraire d'histoire et de géographie. Vous êtes une spécialiste de l'histoire politique de la Guadeloupe, notamment pendant les années 1940-1950. Et vous avez récemment publié donc avec d'autres co-auteurs, on va dire, Résistance et dissidence aux Antilles et en Guyane, donc entre 1940 et 1943, qui retrace justement le rôle crucial des populations de ces territoires dans la résistance contre le régime de Vichy et la collaboration. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de la genèse de ce livre? Vous avez déjà publié beaucoup de livres, notamment La Guadeloupe en temps serein, La dissidence en temps serein, 50 ans d'élection à Sainte-Anne, donc quand même très axé sur cette période. Quelle a été justement l'idée à travers ce livre, qui est un gros livre, qui est un beau livre avec des illustrations et tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, alors c'est une initiative des éditions Orphi, de ma collègue historienne de la Martinique, Sylvie Mélien, et du photographe Sylvain Demange. Ce sont eux, en fait, qui ont eu l'idée et qui m'ont demandé si j'acceptais de collaborer au projet dans la mesure où j'avais réalisé des ouvrages sur cette question et que je maîtrisais un peu cette question. Donc, j'ai accepté volontiers. Et vous avez cet ouvrage. En fait, au départ, l'objectif est de commémorer le 80e anniversaire du ralliement de la Guyane au mois de mars 1943, des Antilles françaises, Guadeloupe-Martinique, les 14 et 15 juillet 1943, donc de commémorer le ralliement à la France libre. Maintenant, l'ouvrage devait sortir initialement au mois de juillet, mais décembre, mais les aléas de l'imprimerie, des trucs à corriger, et puis de tout le transport en bateau pour arriver jusqu'ici, fait que les premiers ouvrages sont arrivés seulement au mois de janvier. Ceci ne nous empêchera pas d'ailleurs de commémorer après coup et d'honorer nos chers aînés, résistants, qui sont là, qui sont encore disponibles pour nous raconter leurs souvenirs. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur cette période de résistance, nous remettre un peu dans le contexte de cette période? Oui. Alors, nous sommes en 1940-1943. En 1939, la France rentre en guerre contre l'Allemagne. Et au niveau des Antilles, nous avons des gouverneurs qui vont progressivement, des gouverneurs nommés dans le cadre républicain, mais qui vont progressivement se rallier au nouveau système, à l'État français mis en place par le maréchal Pétain. Alors, le maréchal Pétain, qui devient chef de gouvernement le 16 juillet 1940.
on connaît son célèbre appel du 17 juin, dans lequel il annonce son intention de demander donc une cessation des hostilités et de signer avec l'Allemagne. Alors, nous, parce que nous sommes colonie française, forcément, nous sommes entraînés dans cette guerre. Sur place en Guadeloupe, nous avons un gouverneur nommé par la République, Constant Saurin. Il arrive précisément en Guadeloupe le 30 avril 1940. Alors, quand la guerre est suivie, les événements qui se déroulent en France et en Europe sont suivis avec une particulière attention. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la progression et des idées et les choix qui vont se faire entre le mois de mai et le mois de juin. Saurin, républicain, va passer donc du côté de Vichy. Il va accepter donc de se rallier aux autorités de Vichy. Alors, était-il commandé, avait-il peur ou était-il contraint par un autre personnage que nous appelons l'amiral Robert et qui est en fait le commandant en chef de toute la zone atlantique ouest de la France qui part de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui arrive jusqu'en Guyane, mais en fait nous le connaissons surtout aux Antilles-Guyane parce qu'il va installer son siège en Martinique. L'amirauté est installée en Martinique. Il est donc le supérieur hiérarchique de Saurin. Donc, Saurin va-t-il suivre ou le fait-il par conviction? Le fait-il parce qu'il est obligé? C'est vrai que les documents jusqu'ici manquent pour dire exactement ce qui le pousse à adhérer aux autorités de Vichy. Vous savez, l'historien n'a pas toujours toutes les réponses et nous ne pouvons analyser qu'en fonction des documents dont nous disposons. Donc, et comment justement la population réagit par rapport à ces changements politiques? Alors, il y a l'ensemble de la population, mais nous pourrons regarder d'une manière précise les élus. Alors, parmi les élus, nous pouvons distinguer ceux du Conseil général. Le Conseil général est en première ligne. Le Conseil général a une réunion ordinaire au mois de mai. À cette réunion ordinaire, quand on prend le temps de consulter les PV du Conseil général, on se rend compte que notre gouverneur Saurin, notre entre guillemets, bien entendu, hésite encore. C'est lui qui prononce une phrase rapportée par quelqu'un qui l'a entendue. « Jamais je n'accepterai de me trouver sous la botte allemande ». Mais en tout cas, le 1er juillet 1940, il y a une séance extraordinaire du Conseil général et Saurin a déjà changé de camp. Mais à cette séance extraordinaire, certains élus, et en particulier le plus célèbre d'entre eux, Paul Valentino, manifestent leur intention de rester fidèle à la République et de ne pas rallier donc le gouvernement de Vichy. Et à cette séance extraordinaire, il va se dérouler quelque chose d'important. Les conseillers généraux vont voter la création d'une délégation spéciale. Alors, dont Paul Valentino devient le président. Maintenant, quand on considère les attributions de cette délégation spéciale, il est bien précisé dans le texte que cette délégation va collaborer avec le gouverneur pour un certain nombre de questions, ravitaillement, gestion du quotidien, etc. Mais il est surtout précisé que les conseillers généraux, ils le votent, ils le décident, restent fidèles à la France, d'accord, et restent soumis en quelque sorte au gouverneur Saurin. Alors, de nombreuses personnes se sont basées sur ce texte, sur la création de cette délégation, pour dire que la Guadeloupe, pendant cette période, a tenté une autonomie. Alors, peut-être que les juristes devraient se pencher sur la question. Et Paul Valentino, dans un certain nombre de témoignages, j'ai eu l'occasion de discuter longuement avec lui. Et Paul Valentino a eu l'occasion d'écrire dans le témoignage qu'il va faire au procès de l'amiral Robert. Il a eu l'occasion de me le dire parce que j'ai eu le privilège de m'entretenir très souvent avec lui. Il est décédé en 1988. Et lui, il dit que dans son esprit, il évoque un texte. Il évoque un texte qu'on appelle la loi Tréveneuc, un texte qui a été voté en 1872, au lendemain donc de l'occupation d'une partie de la France par les troupes prussiennes. Et ce texte précise que si les autorités centrales viennent à être empêchées
de jouer leur rôle. Dans chaque département, les conseils généraux vont prendre le relais. Mais il est bien précisé dans chaque département, ce texte s'applique-t-il aux colonies? De nombreux juristes disent non. Mais en tout cas, ils s'appuient sur ce texte pour dire que le gouvernement français étant, il utilise l'expression en faillite, parce qu'il y a, il faut bien le constater, une dépression du pouvoir central. Un pouvoir central qui est obligé de fuir au Paris, aller à Bordeaux, aller à Tours, ensuite arriver à Vichy. Et même à Vichy, dans quelle mesure ils sont libres. Et Paul Valentino se base sur cela pour dire nous devons mettre en place, en application, la loi Tréveneuc. D'autres conseillers généraux, comme M. Rinaldo, par exemple, lui disent non, cette loi n'est pas applicable d'ici. En tout cas... Et du coup, est-ce qu'il y a eu une résistance qui s'est formée ici, oui, aux Antilles? Absolument, mais la résistance part de là. Parce que Paul Valentino dit, moi, je proposais que la délégation exécutive du Conseil général prenne la place du gouverneur Saurin dans la mesure où il avait été nommé par un régime qui n'existait plus. Alors, c'est le lancement de la résistance en quelque sorte. D'ailleurs, Paul Valentino sera suivi, il sera arrêté, d'accord? Il sera emprisonné au fort Napoléon VII, ensuite il sera jugé en Martinique, il reviendra au fort Napoléon, puis finalement il sera emprisonné au bagne de Cayenne. Donc, mais progressivement, il y a une résistance qui va se constituer. Alors, il y a la résistance des autochtones. Donc, à partir du début de l'année 1942, il y a un certain nombre de réseaux clandestins qui se constituent. L'objectif étant de s'opposer au système de Vichy, mais il y a un deuxième objectif, l'objectif étant de partir vers un territoire britannique. Nous sommes entourés de territoires britanniques, d'îles, de colonies britanniques, Antigua, Montserrat, la Dominique, pour la Martinique, au sud, il y a Sainte-Lucie. Et c'est ce mouvement de départ qu'on appellera dans un premier temps la dissidence. Ces réseaux, j'ai eu l'occasion de discuter très longuement avec une personnalité, Raoul Sorez. Raoul Sorez qui a été l'un des grands organisateurs du réseau de résistance Pointe-à-Pitre-le Gosier. Donc, ces réseaux qui, non seulement jouent un rôle d'opposition sur le terrain, organisent quelquefois des manifestations très symboliques, mais surtout ces réseaux qui organisent les départs vers la Dominique en particulier. Est-ce que du coup la résistance aux Antilles était différente ici qu'en France? Nous n'avons pas le même contexte parce qu'en France, il y a l'occupation. Ici, nous n'avons pas l'occupation. L'objectif de ces personnes qui partent en dissidence, c'est de répondre à l'appel du général de Gaulle. C'est ce célèbre appel du 18 juin 1940, dans lequel le général de Gaulle invite tous ceux qui voudraient continuer la guerre à venir le rejoindre sur un territoire britannique. Cela explique pourquoi ils vont vers les îles britanniques. Et du coup, est-ce que justement cette résistance, ce ne serait pas le point, on va dire, qui a façonné l'identité politique aux Antilles, enfin l'envie justement de se rebeller contre la société, en tout cas de l'époque? Alors, je ne saurais répondre avec précision à cette question. C'est vrai qu'il y a une situation un peu ambiguë. Alors, j'ai parlé de dissidence. On pourrait parler aussi de résistance. En général, je préfère réserver l'expression résistance à la résistance des métropolitains qui sont ici, des hexagonaux. Et parmi eux, il y a ceux qui sont les marins qui sont sur le croiseur Jeanne d'Arc. Parce qu'eux aussi, dans leur être, ils vivent la défaite française. Et à leur niveau, il y a aussi une volonté de rester fidèle à la République. Mais là où les choses se compliquent, c'est que c'est le même combat, rester fidèle à la République. Mais en attendant, ils sont bien d'accord avec le gouverneur Saurin quand il s'agit de maintenir une pression, de maintenir une férule sur la population nègre et mulatte. Parce que c'est vrai que les expressions peuvent choquer, mais il y a un racisme très fort
quand on prend le temps de considérer, par exemple, les déclarations des marins, on a les mêmes idées qu'eux, mais on va quand même leur casser la gueule à ces sales nègres. Alors que ces nègres-là qui sont dans les réseaux de résistance se battent pour sauver la France, une France en laquelle ils croient, mais les marins qui veulent sauver la même France les répriment et avec énormément de plaisir. Alors, souvent, donc c'est la raison pour laquelle, quand je parle de dissidence, je réserve l'expression plutôt aux partants, à ce mouvement de départ. Mais ceci dit, si on prend le temps d'analyser, on peut dire qu'il y a aussi une sorte de dissidence politique, parce qu'il y a une grosse déception politique. Il y a une grosse déception. Je suis tentée de dire, probablement c'est une question qu'il faudra creuser, je suis tentée de dire que c'est en quelque sorte une deuxième fêlure avec la France. Alors pourquoi je dis deuxième fêlure? Parce qu'il y avait déjà eu une fêlure et une déception après le premier conflit mondial. Harry Boussillon en parle énormément dans ses ouvrages sur la Première Guerre mondiale. Quand ils reviennent, tous ces soldats qui auront revendiqué l'honneur d'aller se battre pour la France, quand ils reviennent, ils sont des rapatriés, alors que les poilus de France, eux, sont des démobilisés. Et ils ne bénéficient pas des mêmes avantages. Je crois qu'il y avait une grosse déception. Et le mot dissidence pourrait aussi être perçu au sens cassure, au sens parce qu'il y a une grosse déception. Quand on prend le temps de discuter avec des personnalités comme Paul Valentino, qui réclame un certain nombre de choses, mais là encore, c'est un autre débat. Est-ce que Valentino joue une carte guadeloupéenne? La question a été très longuement posée. Donc, on pourrait étendre la signification du mot dissidence à la sphère très politique. D'accord. Donc votre livre retrace un peu toute cette période et permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est joué durant cette période, justement, entre 1940 et 1943, c'est ça? Absolument. Notre livre, parce que je pense aux autres collaborateurs, retrace donc très rapidement, parce que nous avons voulu que ce soit un ouvrage de synthèse, qui soit accessible à tout le monde, que chaque jeune puisse lire. Nous avons voulu présenter cet ouvrage très simplement, avec des pages claires. Donc, retrace les événements en Martinique, en Guadeloupe et également en Guyane, pour permettre à chacun d'avoir un aperçu des aspects politiques, des aspects économiques et un peu les aspects sociaux. D'accord, très bien. Donc, disponible, j'imagine, dans les librairies. Dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies. Vous avez des prochaines recherches ou des projets d'écriture à venir? Oui, mais on est les historiens sont superstitieux. Ils ne parlent pas beaucoup de leurs recherches et des projets à venir. On va rester sur ce livre. Nous ne manquons pas, mais je ne manquerai pas de revenir vers vous sur le plateau pour nous en parler. En tout Absolument. cas, merci d'être venu pour ce livre qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. N'hésitez pas à vous le procurer, une période très intéressante à connaître. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci beaucoup. On va faire notre deuxième pause et on revient tout à l'heure avec Anansa De Vuitton. On va parler de l'humain dans les entreprises. Alors, voilà, nous sommes de retour avec Anansa De Vuitton. Bonjour. Bonjour. On va parler de l'humain dans l'entreprise. Aujourd'hui, générique. Alors, l'entreprise et l'humain, c'est toute une thématique d'aujourd'hui. Alors oui, c'est la thématique d'aujourd'hui puisqu'on parle d'entreprise, mais l'entreprise a déjà été créée. C'est une société, alors pas forcément une société, parce que ça peut être aussi une entreprise individuelle, qui est créée d'abord pour pouvoir créer de la richesse financière. Au moins, c'est dit, c'est clair, voilà. C'est précis. Elle a sa fonction première qui est ça. Après l'émission, ça se discute en fonction de l'objectif de l'entreprise. Mais souvent, le fondateur de cette entreprise ou le dirigeant, en fait, ce sont avant tout des humains. Oui. Et plus l'objectif de l'entreprise est important, plus l'entreprise est grande, plus il y a d'humains. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de parler de l'humain en entreprise, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas juste éviter. C'est-à-dire que on peut faire sans, on peut ne pas gérer l'homme. On est obligé d'en parler, on est obligé de s'intéresser
à l'homme quand on est en entreprise. Donc c'est incompressible, on va dire ça. Exactement. Et que ce soit au niveau du personnel, que ce soit au niveau des fournisseurs, des sous-traitants, en fait, toutes les parties prenantes qui seront attachées, en tout cas, à la vie de l'entreprise. Et du coup, si on ne fait pas justement attention à l'humain, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, quand on ne prend pas en considération l'humain qui est dans son entreprise, on est dans une entreprise qui est plus ou moins en danger. Alors, en danger financièrement, on ne va pas rentrer dedans tout de suite, mais qui va être en danger parce que du coup, les personnes qui seront en mission de faire tourner l'entreprise seront peut-être pas pris en considération ou pas respectées. Et donc, du coup, ça peut provoquer une baisse de motivation des équipes, une baisse de chiffre d'affaires, donc on y arrive quand même. Ça va provoquer du stress et de l'anxiété dans l'environnement général de l'entreprise et chez les gens qui y travaillent. Ça va provoquer aussi des turnovers. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait des personnes qui démissionnent, de nouvelles personnes qui arrivent mais qui ne restent pas. Donc du coup, c'est quelque chose qui tourne, mais en tout cas qui ne dure pas et qui déstabilise beaucoup les entreprises. Et on va se retrouver avec des pertes de clientèle et des fermetures à moyen ou long terme, etc. Il y a d'autres raisons, mais en tout cas, les principales, ce serait ça. Et du coup, alors, si on fait attention justement à son personnel et aux humains qui font partie de l'entreprise, qu'est-ce que ça fait? Alors, si on prend en considération les personnes qui travaillent pour nous, alors toujours à juste titre, je ne demande pas de garder des personnes qui ne sont pas spécialement utiles, en tout cas positives. C'est important de le dire aussi parce qu'on pourrait penser que je suis juste là pour dire qu'il faut garder tout le monde. En fait, c'est apporter un équilibre dans l'entreprise et pérenniser au maximum l'entreprise et les postes qui y sont. Et du coup, ça inspire un peu la confiance aussi chez les gens qui y travaillent et ça rassure aussi les dirigeants. Donc du coup, ce que ça apporte aussi, c'est un engagement du personnel, bien-être au travail et de la sécurité, puisque du coup, si on se sent bien, on a moins de dépression, on a moins de pas mal de choses aussi qui pourraient arriver. La pérennité, puis d'augmentation du chiffre d'affaires, la fidélisation et l'engagement de nouveaux clients, l'atteinte des objectifs, la réussite de l'entreprise et bien sûr un vivier de personnel de qualité pour l'avenir. Parce que du coup, si on n'a pas une charte de qualité et qu'on traite bien les personnes qui travaillent chez nous, le jour où on a besoin de personnel et qu'on dépose une invitation au recrutement, peu importe, en fait, il y a des gens qui vont se dire il y a une opportunité à saisir et on aura plus facilement du choix de qualité. Donc, quand les humains vont, l'entreprise va bien. Plus ou moins. C'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui est important, justement, à savoir pour une entreprise par rapport, justement, à ce côté humain? Alors, j'ai choisi d'en parler parce qu'en fait, pour moi, une entreprise, alors, ce n'est pas toutes les entreprises qui le font, mais une entreprise a une identité. Donc, elle a son identité, dedans, il y a sa mission, il y a ses valeurs, il y a son pourquoi, il y a sa cible. Donc, du coup, elle a vraiment une identité qui lui appartient, qui lui est propre. Au même titre que chaque dirigeant, s'il y en a plusieurs, ou le dirigeant qui fonde, en fait, c'est une personne unique qui a aussi sa mission, sa valeur, ses valeurs, et son objectif personnel à travers et son entreprise et autre chose, dans la vie en général. Donc ça veut dire que en fait, les humains, enfin les personnes qui travaillent dans l'entreprise adhèrent à cette identité et ils adhèrent à cette identité une fois qu'ils appartiennent à l'entreprise. Et ils véhiculent cette image aussi. Il faut qu'ils véhiculent cette image-là, mais il faut aussi tenir compte, en tout cas il faut savoir que chaque personne dans son unicité qui va travailler dans l'entreprise a aussi, au même titre, ses objectifs personnels, sa mission et ses valeurs. Donc il faut trouver un moyen de corréler tout ça, de pouvoir, en tout cas, mettre tout le monde sur une même dynamique au niveau de l'identité de l'entreprise, mais aussi respecter les valeurs de chaque personne au niveau de leur personnalité, tout simplement. Justement, comment on fait pour manager à la fois les besoins personnels de l'individu et les besoins de l'entreprise? Alors, en général, ces besoins personnels, il doit les gérer de son propre fait. Après, l'entreprise peut accompagner aussi en fonction des besoins, parce que du coup, c'est un problème personnel au niveau de son foyer, il y a un nouveau-né. En fait, il y a plein de choses qu'on peut prendre en compte en fonction.
En fonction de la d'entreprise, il y a un service RH. Oui. Donc, ça dépend. Mais si, par exemple, on se retrouve avec une entreprise qui n'a pas forcément un service RH, etc., c'est pas forcément évident pour lui de se dire qu'il a ça à gérer ou qu'il doit même prendre le temps de le faire. Donc, ce qu'on peut proposer, en tout cas, ce serait déjà des entretiens individuels pour accompagner l'entrepreneur et la personne concernée dans un deuxième temps, si elle est d'accord. On peut proposer aussi des séances de co-développement pour pouvoir... les séances de co-développement, pardon. On peut proposer aussi du team building, on peut proposer des séminaires, des conventions annuelles et on peut proposer des formations. On va voir un exemple, je pense, de l'entreprise de Vuitton et de la convention séminaire qui a eu lieu autour des employés de l'entreprise. Oui. On voit une vidéo. Jean-Luc de Vuitton, donc gérant du groupe de Vuitton. Aujourd'hui, on a passé une très belle journée qui a été préparée donc par Anansa de Vuitton, la directrice, qu'elle a nommée d'une manière générale convention. Ce qui est bien, c'est que c'est l'occasion pour nous de rassembler nos salariés. Donc dans la matinée, on a débuté par un petit déjeuner entre nous. Donc les salariés, on a échangé sur certaines thématiques. Donc c'est un très beau moment parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir dans la vie de tous les jours. Et à partir de 10h30, donc ça a été surtout de l'animation où le personnel pouvait gagner pas mal de jeux. Et effectivement, à partir de 11h, 11h30, donc le groupe de Vuitton recevait nos sous-traitants, nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs. Et on a eu la chance d'avoir effectivement notre expert comptable et notre commissaire au compte. Donc pour nous, c'est une très belle journée, c'est un moment de partage. Et surtout, exprimer un petit peu l'objectif du groupe de Vuitton, puisque au-delà du BTP, au-delà du travail, au-delà de l'argent, ce qu'on veut pouvoir emmener, c'est dire aux jeunes qui pensent que le groupe de Vuitton est un modèle, est une référence, c'est que tout le monde peut réussir dans la vie. Il suffit de s'accrocher. Il faut surtout, je dirais, croire en Dieu, croire en son projet. Et le groupe de Vuitton souhaite pouvoir accompagner de jeunes chefs d'entreprise qui ont un rêve. Nous pourrons les accompagner parce que nous estimons que la réussite, c'est pas simplement forcément au niveau de notre famille. Le groupe de Vuitton veut être un modèle, un exemple pour chaque Antillais. Merci. Voilà, donc ensemble, on va plus loin. À quoi ça sert justement une convention annuelle pour une entreprise comme le groupe de Vuitton? Alors déjà, la convention collective que j'avais proposée au groupe de Vuitton, dont je fais partie aujourd'hui, parce que maintenant je suis la directrice générale du groupe, mais c'est en fait un événement qu'on va proposer, alors ça peut être de 1 jour, 2 jours, au personnel, mais aussi aux fournisseurs, en fonction du budget de l'entreprise, parce que tout ce que j'ai pu proposer tout à l'heure, ça s'adapte vraiment à l'entreprise, à son budget, pour qu'elle puisse en tout cas fédérer, rassembler et fidéliser en fait, toutes les parties premières qu'on a nommées tout à l'heure, donc le personnel, les fournisseurs, les sous-traitants et j'en passe. C'est aussi un moment, par exemple, en fonction de l'entreprise, où on va profiter pour vérifier les EPI, donc tout ce qui sera équipement professionnel, et pouvoir mettre à jour, pour pouvoir les distribuer. C'est le moment où on va faire des jeux, pour pouvoir faire gagner, en tout cas, fidéliser en tout cas son personnel, comme vous disait tout à l'heure. Et en fait, c'est vraiment un événement qui va être complet, où on va pouvoir parler des valeurs. Moi, par exemple, sur cette convention annuelle, j'ai proposé une conférence sur le Ensemble on va plus loin, donc à quoi ça servait, etc. et comment on peut faire. Mais du coup, j'ai proposé à tout le monde de participer, en tout cas à la nouvelle identité du groupe, à donner une idée sur leur slogan, sur les valeurs qu'ils auraient voulu trouver dans le groupe, qu'est-ce qui manque dans l'entreprise. Et en fait, en initiant tout le monde et en permettant à tout le monde de participer, on ressortait avec des idées, comme j'aime bien dire, plutôt magiques, qui faisaient qu'en fait, on pouvait repêcher des personnes qui se sentaient isolées ou qui étaient presque en train de partir, je dirais, et en même temps pouvoir partir sur quelque chose qui soit complètement inédit, nouveau, auquel on n'aurait même pas pensé avant si on était resté que sur nos idées propres, tout simplement. Donc c'est l'idée aussi de fédérer, de chercher en fait les ressources à l'intérieur des personnes qui font partie de l'entreprise. Voilà, c'est ça. Et donc c'est un type de convention qui peut s'adresser à tout type d'entreprise ou est-ce qu'il faut un budget? Enfin, comment on peut mettre ça en place? Alors moi, je dis que ce soit pour la convention annuelle, on va rester sur la convention annuelle, mais en fait on peut adapter l'événement et le budget. Aujourd'hui, c'était une première, par exemple, pour le groupe de Vuitton. Donc, je leur ai pas proposé, par exemple, plus d'1 jour. C'était une journée pour un nombre d'effectifs. J'ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient trouver, qu'est-ce que je pouvais proposer, qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils étaient d'accord pour des jeux.
Est-ce qu'il y avait un budget spécialement pour les cadeaux, les partenaires qui pourraient offrir des jeux? En fait, on peut vraiment faire du sur-mesure. Il faut juste prendre contact et voir qu'est-ce qu'on peut proposer à chaque personne, en tout cas chaque entreprise, pour pouvoir fédérer et fidéliser leur personnel et les personnes qui sont autour. D'accord. Est-ce que justement, une citation à nous partager en lien avec cette thématique? Toujours, la convention annuelle, c'était Ensemble, on va plus loin, la thématique. Et du coup, je m'étais inspirée de la citation Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Donc, du coup, c'était une des premières que j'avais trouvées qui me faisait sens, en tout cas à cet endroit-là. Et comme c'était un groupe, donc du coup, vu qu'il y a plusieurs filiales, en fait, je trouvais que ça faisait beaucoup de sens pour moi et pour le groupe. Donc, du coup, c'est pour ça que ça a été choisi et validé par la direction. Et l'autre, c'était c'est un lendemain qu'elle avait en dot. Tout simplement, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc, du coup, en entreprise, savoir que, en fait, c'est chaque personne qui va travailler, chaque humain qui va travailler, c'est un maillon d'une chaîne de réussite, en tout cas. Bon, merci en tout cas de nous avoir parlé de cette thématique, de l'importance de l'humain dans les entreprises et des façons justement pour pouvoir fédérer les employés autour de l'entreprise et des valeurs. Voilà pour aujourd'hui, on va juste pouvoir faire le focus du jour. Donc Zoom spécial Percy Lavon Julian, qui est un inventeur américain qui est né le 11 avril 1899. C'est le premier chimiste, je pense, noir à avoir dirigé un grand laboratoire industriel, la Glidden Company. Et il fut célèbre pour l'invention de sa mousse inenflammable qui sauve la vie de soldats américains lors de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Pionnier pour ses travaux visant la production d'hormones à partir de plantes, il a été le premier scientifique à produire de la physostigmine. Voilà. Son travail a permis des avancées dans le traitement de la maladie dégénératrice du glaucome, maladie oculaire. Il fut également le premier à réaliser la synthèse de la progestérone et de la cortisone et a ainsi contribué à la production de médicaments à base de stéroïdes permettant le développement de pilules contraceptives. Il fut très engagé socialement et a participé activement au mouvement des droits civiques. Plusieurs facultés de sciences aux États-Unis portent son nom. Un timbre de poste a été réalisé à son effigie. Il est décédé donc le 19 avril 1975 à l'âge de 76 ans. Voilà pour le Zoom du jour. Et on a un mot, parole à pays là, aussi, malcrabe, des malcrabes, pas carité. En même trou là. En même trou là. Ah ouais, je voyais pas la suite. Le pouvoir ne se partage pas. D'accord. Donc, c'est bientôt Pâques. Pensez à vos crabes. Voilà pour le mot du jour. Au niveau donc de nos invités, on a reçu Bélisa Troupé, plasticienne exposante au Musard, donc une exposition qui a lieu jusqu'au 3 ou 5 mai. On peut avoir l'affiche en 3 mai. Donc, entre les lignes, voilà, une exposition au Musard que je vous invite à aller voir. Avec Eliane Sampère, on a parlé donc de son livre La dissidence en Tansorin. Donc, c'était un livre sur résistance, dissidence aux Antilles entre 1940 et 1943. Donc, un bel ouvrage à vous procurer dans toutes les bonnes librairies. Avec Anansa Devoutou, on a parlé de l'humain dans l'entreprise. Voilà, avec différentes propositions, notamment une convention qu'on peut réaliser en entreprise pour pouvoir fédérer les employés. Voilà, c'était pour les invités du jour. Au niveau de l'information, on a évoqué la visite du ministre délégué au transport, donc avec une visite avec Guy Losbar. Ils ont pu traiter de comment améliorer la desserte aérienne, notamment pour la fin d'année 2024. On a aussi évoqué la remise des dons pour les victimes de l'incendie de la rue Raspail. Donc, suite à ce concert solidaire qui avait eu lieu le 16 mars, différents dons ont pu être fournis aux sinistrés. Voilà. On a aussi évoqué donc le concours de la dictée créole qui a eu lieu ce week-end dans la médiathèque
du Lamentin, du Moule aussi. Donc pour cette 7e édition du concours, tout ça c'est nous. Et ensuite il était question de l'association Nouvelle Bon de l'eau. Donc un bic à parole a été réalisé sur Sainte-Anne, donc problématique de l'eau qui tarde à trouver une solution. Voilà pour l'information. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Yann. Et on va se quitter. On se retrouve demain dans le ZCL. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. Et à très vite.